Bonjour, bienvenue à l'Institut Fresnel de Marseille où on va faire une rencontre avec les chercheurs. Donc j'ai avec moi Thomas Chaigne, c'est ça? C'est ça. Donc vous travaillez ici? Ouais. Je suis chercheur CNRS ici depuis 1 an et demi. Voilà, et donc je vais vous parler un peu de la petite reproduction de l'expérience historique avec les technologies modernes. Avec les technologies modernes, ça nous aide un petit peu. C'est moins compliqué qu'une chambre noire, un trou dans un volet, une lentille faite avec une goutte de miel. Voilà, on va utiliser des très intéressant. On va voir, ça tient sur une table. Ça tient sur une table, on peut le présenter lors d'une fête de la science à des enfants, un dimanche après-midi sur la Canebière. Voilà, c'est plus versatile que la vraie expérience historique. Alors pour ceux qui ont vu la première vidéo qui parle un peu de l'expérience de la tâche d'Arago, je pense qu'il y a une question qu'on se pose, c'est est-ce que ça arrive dans n'importe quelle condition ou est-ce qu'il faut quelque chose de particulier pour voir cette tache lumineuse derrière les objets? Alors il y a plusieurs choses. Il faut d'abord que l'objet soit très régulier. Si j'essaye de faire ça avec ma main, j'arriverai pas à avoir une tache lumineuse au centre de ma main. C'est pour ça qu'on va utiliser vraiment un disque très régulier opaque pour avoir cette symétrie qui nous permet d'avoir le point lumineux au centre. Et la deuxième chose très importante, c'est la source lumineuse, les caractéristiques de la source lumineuse. Si j'essaie avec le flash de mon téléphone portable, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, on utilise un laser. Il y a deux propriétés qu'on peut avoir grâce à ce laser, c'est des propriétés dites de cohérence, qui vont finalement permettre aux ondes, donc à ces bosses et à ces creux, de pouvoir facilement s'annuler ou s'additionner. Donc il y a deux types de cohérence, c'est la cohérence spatiale, donc on a un faisceau très fin. Ça, on pourrait l'avoir avec un autre type de source lumineuse, avec un trou dans un volet. Et le deuxième type de cohérence, c'est la cohérence temporelle. On a une seule fréquence, ou une bande de fréquence très très fine, qui est aussi très facilement faisable avec le petit laser qu'on utilise ici. Donc la cohérence spatiale, en fait, si on prend comme analogie la surface de l'eau, quand c'est pas cohérent, c'est un peu comme si on touchait l'eau à plein d'endroits et du coup ça crée un chaos global. Et quand c'est cohérent, c'est comme si on avait un seul impact, donc une seule chose, donc une seule onde, et donc quelque chose d'assez propre et avec lequel on peut mesurer les interférences. C'est ça, exactement. Et la cohérence temporelle, on pourrait dire que c'est aussi plein d'impacts à des endroits, il y a des moments différents qui font que tout va un peu se moyenner sans vraiment de relation cohérente. Voilà, et donc si on ne fait pas d'effort particulier, ce qu'on risque d'avoir, c'est que tout s'annule dans ce point lumineux qu'on devrait voir, et en fait il s'efface. Exactement, tous moyenne, voilà. Tous moyenne, on voit du gris, et puis voilà. Exactement, on a une ombre comme ce à quoi on s'attend en fait dans la vie de tous les jours. Et là, avec la petite expérience que je vais vous présenter, on a ce laser qui a ses propriétés de cohérence, et donc ça devient très facile, on va voir, de mettre un obstacle et d'observer ce spot d'Arago, cette tache lumineuse au centre du nombre. Ok, bon je te propose qu'on regarde. Ok, donc voilà le dispositif expérimental. Alors tu vas nous détailler un peu tout ce qui est sur cette table. Alors donc, il faut d'abord une source lumineuse, qui est ce petit laser hélium-néon, et qui nous donne un faisceau dont on voit un peu la trace ici. Alors ça c'est bien, ça a les propriétés de cohérence dont on a parlé tout à l'heure. Par contre c'est pas assez gros pour venir éclairer notre obstacle. Tâche, ouais. Exactement. Donc on va prendre deux lentilles, une ici et une là, juste simplement pour agrandir le faisceau. Donc on pose la première lentille et on voit le faisceau qui diverge. Donc il faut un moment qu'on le fasse reconverger pour avoir quelque chose de collimaté, c'est-à-dire qu'il garde toujours la même taille quand il se propage. Et donc on met cette seconde lentille et là on a un beau faisceau. Donc deux miroirs, juste pour faire deux miroirs pour ne pas avoir un breadboard, une table qui fasse 5 mètres. Et on a ce gros faisceau qui arrive là. Voilà. Donc si on avait un faisceau de cette taille-là qui sortait d'un laser, on pourrait mettre le laser ici, et on aurait un setup qui fait que ça. Mis à part cette lentille que je vais détailler un peu tout à l'heure. Et donc on va mettre notre objet ici, et regarder, avec cette petite caméra ici, la tâche de la lumière. Donc c'est un petit montage qui permet de faire non seulement cette démonstration de la tâche d'Arago, mais aussi un peu d'autres expériences d'optique, historiques aussi, relativement simples. Et voilà, c'est un bon moyen de vulgariser un peu cet aspect ondulatoire de la lumière. Et c'est très visuel, et donc c'est assez sympa. Voilà, donc je peux peut-être commencer par montrer la première expérience qui a mis le doute aux gens sur le fait que est-ce que la lumière c'est vraiment des particules ou est-ce que c'est plus compliqué? Cette expérience, c'est l'expérience de la diffraction. Donc on fait passer un faisceau lumineux par un trou. Et on s'attend à quoi si c'est une particule? À ce que là où il y a le trou, derrière sur la caméra ou sur un écran, on voit un point lumineux. Et puis autour, lorsque la lumière est bloquée, on voit rien, il n'y a pas de lumière. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc si on place un trou
C'est circulaire. C'est un trou circulaire, donc c'est vraiment une plaque qu'on a peint avec du noir, avec une petite épingle, on a gratté pour faire quelque chose de circulaire. Donc le seul aspect un peu compliqué, c'est faire ces échantillons suffisamment symétriques pour que les images soient jolies et que ça fonctionne. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que non seulement la lumière passe par le trou, mais on voit aussi des bords flous et des anneaux, une succession d'anneaux brillants et sombres tout autour du trou. Et ça... Des interférences. Des interférences, exactement. Mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment explicable par la théorie particulière de la lumière, la théorie newtonienne. Et donc, c'est une des premières expériences qui a fait s'interroger les gens sur qu'est-ce que vraiment la lumière, comment est-ce que ça se comporte dans des cas très particuliers. Bien sûr, on voit des rayons lumineux qui traversent des nuages, on imagine des particules qui tombent, mais dans des cas spécifiques avec souvent des ouvertures petites, en fait, il faut qu'on se rapproche de la longueur d'onde. Alors, on n'a pas besoin de descendre vraiment à lambda, c'est-à-dire quelques centaines de nanomètres pour voir ces effets, mais il ne faut pas que ça fasse une ouverture de 2 mètres. Voilà. Là, c'est l'ouverture, elle doit faire 1 millimètre de large, un demi-millimètre de large, et c'est à ces échelles qu'on commence à avoir des effets, comme on peut le voir ici sur la caméra. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir aussi, parfois, à l'œil nu. À l'œil nu. Bon, après, il faut avoir une bonne vue. Ici. Il faut avoir une bonne vue, c'est ça. Voilà. Et un bel écran. Donc on peut faire cette première expérience pour dire, bah voilà, la lumière, c'est un peu plus compliqué que juste un faisceau de particules qui soit rencontre un obstacle et s'arrête, soit traverse une ouverture et puis rencontre la caméra. Il y a une deuxième expérience célèbre, qui s'appelle l'expérience des fentes de Young, qui a été réalisée pour mettre encore plus en évidence cet aspect ondulatoire de la lumière. C'est donc une expérience qui se réalise en mettant 2 fentes sur le trajet du faisceau lumineux. Donc là c'est pareil, hein, on les voit à l'œil nu, hein, si on regarde la lame on peut voir clairement qu'il y a 2 fentes. On voit les 2 fentes à l'œil nu, voilà. Donc c'est le même principe de fabrication. Voilà. Et donc lorsqu'on regarde à la caméra, on voit vraiment une succession de franges brillantes, de lignes brillantes et de franges noires. Et ce résultat, il peut vraiment s'expliquer qu'en utilisant une théorie ondulatoire de la lumière. Alors il y a des gens qui ont essayé de l'expliquer, des gens qui étaient plutôt adeptes de la théorie newtonienne, qui essayaient de l'expliquer en rajoutant un peu des astuces, voilà, des petits trucs dans la théorie particulière, mais c'était vraiment ad hoc, il n'y avait pas vraiment de théorie globale qui prédisait ça. C'était « Ah bah je vois ça, bon, je vais rajouter ça dans ma théorie ». Ce qui n'était pas très élégant, ce que les physiciens souvent n'aiment pas vraiment. Et quand on change par exemple l'écartement entre les franges, la théorie ondulatoire, elle nous prédit exactement la façon dont vont évoluer ces figures d'interférence. Donc par exemple, si on écarte les fentes de Young, on voit que les franges lumineuses, elles vont se rapprocher. Et à l'inverse, si on rapproche, pardon, les franges vont s'éloigner. Voilà. Donc ce montage il permet également de faire cette petite expérience des fentes de Young, qui a un résultat très visuel. Et pareil, on peut regarder, on pourrait dire, bon, bah, je vous montre ce que je veux sur ma caméra, je mets un film que j'ai fait avant. En fait, on voit vraiment sur cet écran une succession de fentes brillantes. Aussi le voir à l'œil nu. Voilà. Si je ne vois que ce que je crois, bah, je ne crois que ce que je vois. Je vois vraiment la succession de franges brillantes et de franges sombres. Voilà. Et donc la dernière expérience, la fameuse expérience du spot d'Arago, où on vient placer un obstacle sur le trajet du faisceau lumineux. Donc là, c'est pareil, au lieu d'avoir peint et gratté ensuite une plaque noire, on a fait au pinceau des petites taches de différentes tailles, très circulaires. Donc on a vraiment besoin de respecter cette symétrie pour avoir un résultat qui est suffisamment convaincant à la fin. Et donc on vient les placer sur le trajet du faisceau lumineux. Et là, on voit vraiment que au centre de l'ombre, on a une tache lumineuse. Et encore mieux, on a non seulement ces taches lumineuses, mais aussi les cercles concentriques qui sont prédits par la théorie de Fresnel et qui sont prédits non seulement de manière qualitative, on a de la lumière au centre, mais aussi de manière quantitative. L'écart entre ces cercles, tout à fait décrit par tous les cercles qui sont autour en fait de la tâche. Exactement, exactement. Fresnel pouvait tout à fait les mesurer l'écartement, et sa théorie lui prédisait le même écartement. Alors ici, ce serait très facile de le mesurer, il suffit de savoir quelle taille fait notre pixel, et puis on peut mesurer avec des techniques de traitement d'image. Il faut savoir qu'à l'époque, Fresnel il a fait des mesures aussi très précises
mais à l'aide d'outils qu'il fabriquait soit lui-même, soit qu'il faisait faire par des artisans de son village. Donc il a réussi à faire des mesures d'une précision vraiment très très importante, on peut dire avec les moyens du bord. Donc c'est ça aussi qui est remarquable. Non seulement la théorie mathématique est très élégante et suffisamment simple pour expliquer plein de phénomènes différents, mais l'aspect expérimental était aussi remarquable. Donc on peut essayer un peu après de... Est-ce qu'on peut le voir celui-là carrément sur le papier sans la caméra? Ah bah oui, on le voit très bien. On le voit très bien. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit bien au centre. Oui, ça on le voit. On le voit vraiment. Alors après, on peut changer la taille de l'obstacle, va influer la figure d'interférence qu'on obtient. Donc si on augmente le diamètre de l'obstacle, on va diminuer la taille du point lumineux, mais on continue de le voir ici. Et puis si on fait au contraire un objet plus petit, on va agrandir le diamètre du spot lumineux, comme on peut voir ici. L'ombre est plus petite, mais par contre le point lumineux au centre, le point lumineux est plus gros. Exactement. Alors après, on peut voir aussi avec cette expérience que, donc on va se replacer avec un diamètre un peu plus gros, que c'est pas tout le temps valable. Quand on se rapproche de la caméra, on n'a pas forcément ce point brillant. Quand on diminue la distance entre l'obstacle et la caméra. Et donc on voit ici que lorsque l'objet est vraiment très proche de la caméra, le point au centre diminue, disparaît complètement. Donc il faut avoir une certaine distance de propagation de la lumière au-delà de l'obstacle pour permettre aux ondes qui ont été diffractées par les bords de l'obstacle de venir interférer constructivement au centre et donner ce point lumineux. Exactement. Alors après, il y a une dernière chose qu'on peut faire avec ce montage, c'est de vérifier que je n'ai pas triché. C'est de vérifier que je ne suis pas allé gratter le centre de l'objet avec une petite épingle pour laisser passer la lumière et essayer de vous convaincre que la théorie de Fresnel était juste. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre l'objet juste un peu plus loin. On va voir que, de toute façon, l'effet est toujours ici. On a toujours un point lumineux au centre de l'ombre. Il a juste des dimensions différentes parce qu'on a changé la distance entre l'objet et la caméra. Et cette lentille-là, c'est juste une lentille qui permet de faire l'image de l'objet sur la caméra. Donc elle est placée de telle manière que les distances ici font qu'on image ce plan-là sur la caméra. Voilà. Et donc pour vérifier, on a bien l'image du disque. L'image du disque, exactement, sans le trou, il n'y a pas de lumière qui passe au centre. Donc c'est vraiment quand on a cette tache d'Arago, les bords qui diffractent la lumière et ces rayons diffractés qui interfèrent constructivement au centre, au-delà d'une certaine distance derrière l'objet. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ton éclaircissement sur cette expérience historique qui fête maintenant, je crois, ses 200 ans. Exactement. Voilà. Et eh bien, on va regarder d'autres chercheurs de l'Institut. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, donc vous êtes Hervé Rignot. Donc c'est vous qui avez participé à l'expérience, la version un peu temporelle de la tâche d'Arago dont j'ai parlé, et vous allez nous expliquer comment ça marche, donc surtout le dispositif expérimental. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire ce genre d'expérience ? Alors ce qu'il faut, c'est être capable de faire quelque chose dans le domaine temporel que l'on fait habituellement dans le domaine spatial. Oui. Donc peut-être on peut redémarrer rapidement avec le domaine spatial pour un petit peu fixer les idées. Oui. Donc dans le domaine spatial, donc, nous avons un stop qui est là, et donc qui va être capable de cacher la lumière uniquement dans une zone. Et donc c'est ce que vous avez vu dans la tâche d'Arago spatiale. Donc généralement on a une pastille qui est circulaire, qui fait ce stop. Et donc on observe, de façon assez contre-intuitive, dans le champ lointain, eh bien, une tache lumineuse, là où on attendrait de l'ombre. En plein milieu de la tâche. En plein milieu de la tâche qui est là, effectivement. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'expérience historique a été faite avec un disque qui cachait la lumière, mais en fait, on peut la faire également avec une fente. Alors pourquoi je parle de fente ? Précisément parce que dans le domaine temporel, on n'aura qu'une seule dimension, que la dimension du temps. Alors dans le cas où on a une fente, il faut imaginer ici qu'il y a une fente qui coupe la lumière, et en fait, cette fente va donc diffracter la lumière par ses bords, c'est ce que j'ai représenté ici avec ces traits rouges, et de la même façon, eh bien, les sources secondaires qui vont être activées le long de cette fente eh bien, vont créer des rayons lumineux, qui vont être des rayons qui vont être différents des rayons incidents, avec un certain angle, et ces rayons vont donc interférer de façon constructive pour créer cette frange d'Arago, donc sur l'axe optique. Alors donc maintenant, on va passer dans le domaine temporel.
Et on se pose la question, est-ce que quelque chose de similaire arriverait dans le domaine temporel? Alors on n'a pas fait l'expérience en partant de rien, donc on s'est basé sur des choses qui étaient connues, qui est la dualité qui existe entre la diffraction et la dispersion. Alors pour dire les choses un peu plus simples, il se trouve que la propagation de la lumière, donc qui décrit la propagation de la lumière dans l'espace, est très similaire avec l'équation qui décrit la propagation de la lumière dans un milieu dispersif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un milieu dispersif? C'est un milieu qui a la propriété de faire voyager les différentes couleurs à différentes vitesses. Alors, par exemple, prenons un milieu dans lequel on peut avoir des très fortes dispersions et surtout des très longues distances de propagation, qui est une fibre optique. Alors, une fibre optique, c'est typiquement un cœur donc, de silice qui va guider la lumière et donc qui va confiner la lumière dans ce cœur de silice sur des dimensions qui peuvent être des dimensions kilométriques. Alors si maintenant on imagine une impulsion temporelle qui rentre dans cette fibre optique, eh bien cette impulsion est courte dans le temps. Et alors une impulsion qui est courte dans le temps, c'est une impulsion qui a forcément beaucoup de contenu fréquentiel, qui a plusieurs couleurs. Alors, on peut voir ça de la façon suivante. On peut se dire donc il y a cette dualité qui est entre le temps et les fréquences. Donc quelque chose qui est infini dans le temps, il est infiniment étroit dans le domaine des fréquences. Et quelque chose donc, qui est large dans le domaine des fréquences peut être court dans le domaine du temps. Alors, précisément une impulsion lumineuse laser, elle a un contenu en fréquence qui est important, mais toutes ces fréquences sont mises ensemble pour créer l'impulsion lumineuse. Donc, voilà, pour faire la somme de plusieurs sinusoïdes de fréquences différentes pour avoir tout qui s'annule en dehors et tout qui s'additionne au niveau du pic. Au niveau du pic, exactement. Donc cette impulsion courte, où l'image physique c'est vraiment la concentration de la lumière à un instant donné, rentre dans cette fibre optique, mais comme son contenu fréquentiel en couleurs est large, eh bien ces différentes couleurs vont se propager à des vitesses différentes. Alors pourquoi ça ? Parce qu'il se trouve que le matériau, à savoir le verre, est dispersif. En gros, la vitesse de la lumière est différente pour les différentes couleurs. Alors, donc on peut avoir deux types de dispersion. Une dispersion dite normale, dans laquelle le rouge avance plus vite que le bleu, ou une dispersion anormale, dans laquelle le bleu avance plus vite que le rouge. Et tout est possible dans les fibres optiques. Il se trouve que dans un domaine dans lequel on va faire cette expérience, dans le domaine du proche infrarouge, il s'agit d'un domaine où précisément la dispersion est anormale. C'est-à-dire que le bleu va aller plus vite que le rouge. Donc si on envoie une impulsion courte, eh bien l'image physique c'est que après s'être propagé sur une certaine distance, eh bien on va avoir une séparation des couleurs. Un étalement. Donc là ce que j'ai dit, j'ai juste fait, j'ai juste donné l'image de la dispersion, de cet étalement. Et si maintenant je reviens donc, dans le domaine spatial, ici nous avions sur notre écran eh bien, une lumière qui était suivant avec une seule incidence, une seule direction des rayons lumineux. Et en fait, le fait d'avoir fait donc, ce stop va créer des rayons qui vont se propager dans différentes directions. Et donc en particulier ceux qui vont interférer pour créer la frange d'Arago. Donc maintenant, revenons à notre expérience temporelle, avec cette image justement de rayons supplémentaires qui ont été apportés par cet écran, ce stop. Ce qu'on va faire là, on va faire un stop, mais cette fois-ci un stop non pas dans le domaine spatial, mais dans le domaine temporel. Donc c'est ce que je représentais là. On coupe la lumière. On coupe la lumière. Une intensité, en fonction du temps, on vient couper la lumière. Et de la même façon que le stop spatial va créer, via l'effet de la diffraction, des rayons ayant une incidence différente que les rayons arrivant initialement sur le stop, de la même façon, le fait de créer cette porte temporelle va avoir une influence sur le spectre de la lumière. Ça va créer des nouvelles fréquences. Donc en fait, dans le domaine spatial, on avait les sources de Huygens, donc oui. Une par point de l'espace. Exactement. Qui interférait. Et donc dans le domaine temps, on a une source par fréquence. Et avoir fait ce trou permet d'avoir cet étalement de fréquence. Exactement. Et on va voir leur interférence. Exactement. Et de la même façon que ces différents rayons secondaires qui sont là vont voyager dans des directions différentes de l'espace, et bien donc finalement faire des trajets différents, et bien là les différentes fréquences qui ont été créées vont faire des trajets temporels différents parce que précisément elles se propagent dans un milieu qui est dispersif. Voilà. Donc, de façon pratique, il a fallu faire ça. Quand même, on était un petit peu à la limite de la technologie parce qu'il fallait d'une part faire une impulsion qui était suffisamment courte pour avoir un contenu fréquentiel important. L'équivalent, ce serait effectivement de faire un stop ici qui est petit pour avoir beaucoup de rayons qui diffractent.
mais pas trop petit quand même pour qu'on soit capable de mesurer l'impulsion dans le temps. Alors allons-y, mesurons cette impulsion dans le temps. Donc faisons le stop, cette impulsion donc, arrive, on la coupe donc, avec un modulateur d'amplitude. Voilà, c'est fait dans le domaine donc, des télécoms optiques, donc c'est le domaine de 1,5 micron, c'est celui-là même que nous utilisons lorsque nous téléphonons ou nous utilisons notre téléphone portable ou nos ordinateurs. Il existe toute une optoélectronique qui a été développée dans ce domaine fréquentiel qui est extrêmement rapide, essentiellement motivée par des communications haut débit. Donc on est capable de faire dans ce domaine-là une porte qui fait quelques dizaines de picosecondes. Ici, on a fait 40 picosecondes. 10-12, c'est ça? 10-12 secondes, exactement. 40-10-12, donc 40... c'est pas un truc qu'on peut voir non, effectivement. On peut pas se voir. Voilà, effectivement. Et ce domaine des picosecondes, qui correspondent donc à des centaines de gigahertz, c'est un peu la limite des électroniques les plus rapides que l'humanité est capable de faire aujourd'hui en 2020. Et donc, avec ça, on va être capable de mesurer comment cette ombre, en quelque sorte, qu'on a créée dans ce faisceau, eh bien, va évoluer au cours du temps. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va prendre une fibre optique que je représentais là, mais avec différentes longueurs. Alors, dans la pratique, ça va être des bobines de fibre optique, et ces bobines de fibre optique vont aller entre quelques kilomètres et quelques dizaines de kilomètres. On va mesurer donc ce qui se passe à la fin de la fibre optique, par exemple, pour une distance de propagation de 14 km. Eh bien, là où initialement nous avions fait en quelque sorte un trou temporel dans la lumière initiale, donc on peut voir comme une ombre qui se propage dans le temps, eh bien ce que l'on observe de façon spectaculaire, c'est que maintenant ce trou temporel a été comblé par de la lumière. Et on y voit là l'analogie directe qu'il y a entre le domaine spatial avec donc, la création d'une surintensité sur l'axe optique alors qu'on est caché derrière l'écran, et là, on était dans la zone d'ombre, et néanmoins apparaît donc un pic lumineux. Alors évidemment, pour faire ça, il faut être capable de mesurer donc, l'impulsion temporelle donc, de façon, je dirais, directe, et c'est là que les systèmes de détection des télécoms optiques qui montent à des dizaines de gigahertz sont capables d'avoir la résolution de quelques picosecondes pour être capable de décrire cette courbe. Alors donc maintenant, si on représente le même schéma, mais un peu différemment, donc là j'ai représenté le temps, ça c'était l'intensité de la lumière, tel qu'on peut se le représenter par un stop. Maintenant, on va mettre le temps suivant la direction effectivement des ordonnées là, et donc par exemple à l'instant ici t égale 0, eh bien donc on est là, donc je dirais c'est le centre de notre trou qui est ici, et puis on a ouvert, enfin on a fait un stop dans cette impulsion, donc il y a de la lumière qui est autour. Donc on a l'impulsion, ça va être le trou qui va faire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 40 picosecondes. Et maintenant, on va venir mesurer ce profil temporel, comme je l'ai représenté ici, en fonction des différentes distances de propagation dans la fibre optique. On se place à différents endroits de la fibre, et on regarde le exactement, profil. Exactement. Donc c'était en fait, l'expérience était faite par des tronçons de 2,5 km. Donc on a eu un certain nombre de points qui ont été faits donc, avec des distances de propagation différentes. Et on a pu effectivement donc, observer qu'après une propagation qui était de l'ordre de 6 km et qui dépend en fait de tout, c'est-à-dire ça dépend du contenu spectral de l'impulsion qu'on a créé, mais aussi de la dispersion de la fibre optique qu'on a utilisée, on a pu voir apparaître donc, une surintensité lumineuse et puis qui se développait jusqu'à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres et qui était finalement l'analogue temporel de la tâche d'Arago. Ok, très bien. Voilà, bon, c'était passionnant, donc ouais, je vous remercie beaucoup. Okay. Bonjour, alors vous êtes Brian Stahl, et vous travaillez donc à l'Institut Fresnel. Voilà. Et donc on va parler un peu avec vous, peut-être un peu du contexte un peu historique autour de la théorie de Fresnel, et après voir peut-être un peu sa contribution mathématique et ce qu'il a amené de nouveau. Alors ça démarre dans quelles années, et c'était quoi en fait la problématique initiale? On commence avec au début des années 1800. Où justement, à l'autre côté de la Manche, il y a les expériences de Jung. Jung qui dit qu'il a fait des interférences de la lumière. Pour expliquer ces interférences, il a besoin de reprendre l'ancienne théorie de Huygens, comme la lumière, comme un phénomène ondulatoire, des ondes qui se propagent. Sauf que l'Académie des sciences était là, il était bien engagé dans un programme, il voulait étendre l'explication mathématique de la physique de Newton pour les objets célestes vers les autres domaines de physique qui n'avaient pas encore été mis de façon mathématique. Sauf qu'ils avaient un problème que Newton avait clairement dit, si vous avez une source lumineuse,
il est en train de rayonner des particules, des petites particules qui sont en train de voyager très vite. Il est en train de partir d'ici. Et c'est bien différent que d'avoir une onde qui est en train de propager à partir de votre source lumineuse. Donc, ils ont eu l'idée, on va lancer un concours, faire un appel à concours pour quelqu'un nous expliquer, faire un théorie de la lumière. Il y a eu 2 rapports soumis. Un, on ne sait pas qui, mais perdu dans l'histoire. Perdu, voilà, parce qu'il était écrasé par Fresnel. Voilà. Et l'autre, Fresnel, qui l'Académie n'était pas très content parce que Fresnel avait déjà décidé par lui-même que la lumière était une onde lumineuse, c'était une onde, et il a donné une théorie basée sur ces concepts de lumière comme une onde, et qui a donné cette formule ici. Pour expliquer ce que c'est cette formule-là, il dit, ça c'est des champs électriques qui viennent sur un écran noir, qu'on appelle l'écran primaire. C'est là où il y a l'obstacle. Voilà, vous entrez, normalement c'est l'entrée d'un télescope ou d'un microscope. La lumière va entrer ici dans ça, donc il va propager à travers l'instrument pour être projeté sur un écran secondaire, écran image. Et donc dans cette formule-là, vous avez intégré le champ électrique dans l'ouverture, ici, le sigma, sur tous les points P qui sont désignés par X et Y. Oui. Après, ça c'est le point M d'observation. Et ça, c'est un terme avec une exponentielle avec une partie I imaginaire, qui est ondulatoire, ici, qui va générer la propagation. Et vous allez intégrer sur tous les points sources, avec les termes qui vont focaliser à ça plutôt vers l'avant. On appelle ça une front d'onde parabolique plutôt que circulaire de Huygens. Et vous effectuez cette intégrale-là, et ça va vous donner le champ dans le plan secondaire image. Et ce que vous allez voir, ça va expliquer une diffraction parce que les bords vont être floutés. Ici, donc du coup, ça ne va pas être net. Et donc, ça, c'est un bon problème pour un instrument optique parce qu'on aimerait avoir une image nette. Donc, c'est une grande contribution pour l'optique qui est encore utilisée. Expliquer pourquoi il y avait une partie floue dans les observations. Comment le compenser, comment le comprendre. C'est pour ça que cette formule est encore utilisée de nos jours. Donc en résumé, en fait, dans cette formule, on a l'amplitude qui arrive en chaque point de l'écran primaire, donc qui est représentée par ce terme. Et tout ça, en fait, ça symbolise qu'on fait la somme de toutes ces amplitudes avec un terme ondulatoire pour reconstituer l'amplitude qui arrive sur l'écran d'arrivée. Si c'est ça. Ouais. Donc, un truc comme ça, il faut savoir avec ça que Fresnel a utilisé est un génie. Et pour arriver à ce type de formule, ce n'est pas exactement la forme que Fresnel a écrit à l'origine, mais ça garde l'esprit. On appelle ça souvent Fresnel Kirchhoff, qui a mis ça plutôt dans cette forme ici par la suite, bien des années après. Mais ce qu'il faut savoir, ça il a eu le prix pour cette physique en 1819, mais il fallait des dizaines d'années de progrès mathématiques et physiques avant de pleinement justifier toutes les approximations, les intuitions qui ont permis Fresnel à écrire cette formule-là. Et c'est vers les années 1900 que Sommerfeld et Rayleigh ont enfin établi, en partant après maintes approximations des équations de Maxwell, que cette formule-là était une approximation en théorie plus complète, mais il est quand même très pratique. C'est pour ça que cette formule est encore utilisée de nos jours comme une approximation, qu'on n'est pas obligé de faire une théorie encore plus compliquée pour expliquer le résultat. Donc ça, en fait, c'est les équations de Maxwell. Celles-là, c'est celles qui décrivent le comportement du champ électrique et du champ magnétique dans le vide. Et donc la lumière est une onde électromagnétique. Et donc avec ces équations, on peut écrire l'onde de propagation de la lumière. Et sous différentes approximations, on peut retomber sur cette équation trouvée par Fresnel 100 ans avant presque. Oui, c'est ça. Et la démonstration est beaucoup plus longue et nécessite beaucoup d'approximations. C'est ça. OK. Donc, ça, c'est l'équation j'appelle ça de Fresnel, de Sommerfeld, à laquelle Fresnel est une approximation.
Et si vous approximez encore Fresnel, ça devient transformé de Fourier. On appelle ça l'approximation Fraunhofer, et on utilise l'approximation de Fraunhofer qui est un peu plus simple à l'utilisation que celui-là pour faire l'optique de Fourier encore de nos jours pour plein d'instruments optiques. L'équation de Maxwell dans le vide nous a expliqué que là, par contre, la lumière n'était pas un scalaire, parce que Fresnel s'en doutait déjà en 1819, mais il n'avait pleinement établi qu'en 1921 que la lumière était une onde transverse, c'est-à-dire, si les champs électriques prédits par l'équation de Maxwell vont osciller, si la lumière propage dans ce sens-là, va osciller de façon transverse, perpendiculaire à la direction de propagation. Il y a un champ B qui va être aussi, un champ magnétique qui va être perpendiculaire à eux, mais aussi perpendiculaire à la direction de propagation. Et c'est ça que notre image de lumière de propagation dans les équations de Maxwell, mais qui ici est approximée par un scalaire. Parce qu'on dit on va juste regarder un de ces composants, parce que dans le vide, ces composants ne changent pas de sens. Voilà, en fait, dans le cas général, le champ E, il pourrait changer de direction pendant qu'il se déplace, mais là, on suppose qu'il est toujours dans le même plan. C'est ça. L'approximation scalaire. Et donc, dans cette approximation-là, plus d'autres approximations, on retombe sur cette formule. C'est ça. Et plus tard, du coup, on a essayé de le formuler avec une version vectorielle. C'est ça, mais on peut le faire avec version vectorielle de nos jours. Ici, encore, on fait très peu pour ce type de problème, mais pour les réseaux de diffraction, l'Institut Fresnel était fondé par des gens qui ont utilisé l'équation de Maxwell pour décrire le réseau de diffraction, que eux, et dans certaines situations, surtout dans le cas métallique, ne pouvaient pas être décrits par ce type de formule, mais il fallait revenir complètement à l'équation de Maxwell au départ. Donc en fait, il y a un peu un parallèle avec la théorie de la gravité. Dans la gravité newtonienne, on explique bien le mouvement des astres, sauf on s'est rendu compte historiquement qu'on expliquait très mal le mouvement de Mercure. En tout cas, il y avait une certaine forme d'anomalie. Et donc là, c'est un peu pareil. On peut utiliser la formule de Fresnel, sauf dans certains cas qu'on a mis en évidence et dans lesquels en fait on a besoin de retomber sur une version un peu vectorielle de cette théorie pour avoir plus de précision. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant en fait dans la théorie de Fresnel, je crois, c'est qu'elle a très peu de paramètres. Il n'y en a pas de paramètres. C'était ça la grande beauté. Ah, il n'y a carrément pas de paramètres. Il n'y a pas de paramètres. Le seul paramètre qu'il pouvait ajuster, c'était longueur d'onde. Et Fresnel avait d'autres expériences ailleurs qui déterminaient la longueur d'onde. Donc c'était une théorie sans paramètres. Et ça, le comité était quand même poisson, bio, les gens qui aimaient bien, qui cherchaient une formulation mathématique. Et le fait d'avoir une théorie qui pouvait décrire les diffractions de façon très précise, sans paramètres libres, il fallait que la théorie marche, ça passe ou ça casse. Ah oui, donc en fait, il y a vraiment que la longueur d'onde sur laquelle on peut changer le résultat, mais de toute manière, comme il peut la mesurer avant par d'autres moyens, il n'a pas de manière de tricher, quoi. Ça donne l'amplitude, donc soit ça marche pas. Qui distingue bien de la théorie de Newton, où là, il fallait ajouter plein de petits ajustements en théorie, des superpositions pour essayer de décrire des fractions. Et même là, on avait du mal de décrire tous les phénomènes de diffraction. Newton lui-même avait dit que il y avait des choses qui n'avaient pas été complètement expliquées par cette théorie-là, mais il n'avait plus de temps ou l'inclination. Il laissait ça pour d'autres à faire. Ouais. Et donc, quand cette théorie elle a été proposée, donc formulée, elle a tout de suite remplacé la théorie, ou ça a mis un certain temps Quand le comité n'était pas convaincu tout de suite, dans le rapport officieux, ils évitaient le mot « onde » autant qu'ils pouvaient. Ils insistaient sur l'accord entre mathématiques et l'expérience, mais le fait qu'il y avait appris derrière que pratiquement immédiatement, on commençait à enseigner la théorie de Fresnel, pas d'onde, à côté de la théorie des particules. Dans l'espace de 5 ans, les succès de la théorie de Fresnel étaient tels que c'était vite balayé la théorie des particules qui n'avançait pas, alors que la théorie de Fresnel allait de succès en succès. Ok. Je vous remercie beaucoup.